Quelques indications, on va dire, par rapport à la notion de sport collectif et de la transversalité. Et je le fais avec plaisir puisqu'on m'a vanté la qualité de vos interventions. Bonjour, Jean-Michel Jars, enseignant à l'université de Lyon et également entraîneur de foot depuis plus d'une dizaine d'années. Pour la transversalité dans les sports collectifs, donc je vais essayer de donner brièvement quelques éléments par rapport à ces notions de sport collectif et ensuite j'essaierai d'illustrer mes propos notamment à travers l'activité football. Alors dans un premier temps, la notion de sport collectif, il y a la notion d'opposition de deux équipes qui veulent conquérir un projectile, que ce soit un ballon, un frisbee pour l'ultimate, etc., dans l'objectif d'atteindre une certaine cible. Donc ça, c'est une notion qui est commune à tous les sports collectifs et qui est la base de la transversalité entre toutes ces activités. Alors dans un premier temps, on peut modéliser ces activités collectives sous trois notions, me semble-t-il. La première notion qui me paraît fondamentale, c'est la notion de rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a les forces de l'attaque d'une certaine équipe qui vont essayer de s'opposer aux forces de la défense. Et l'objectif dans un sport collectif, c'est que les forces de l'attaque prennent les pas sur les forces de la défense, notamment quand on est en possession du ballon. Et donc sans arrêt, dans les situations de jeu, on est sous cette notion de rapport de force entre les deux équipes qui s'opposent. La deuxième notion qui me paraît intéressante, c'est la notion de stratégie. Et en sport collectif, il y a deux types de stratégies. Les stratégies individuelles qui sont prises par les joueurs en action à un niveau interne individuel et dans un deuxième temps des stratégies collectives. Et c'est un petit peu la particularité des sports collectifs, cette notion de faire cohabiter des prises de décision communes au sein des équipes qui permettent à l'équipe d'être efficace. Alors souvent on emploie le terme de référentiel commun dans l'équipe qui est une construction assez compliquée à mettre en place, notamment dans les phases offensives puisqu'il faut en plus aller relativement rapidement sur ces phases-là. Alors souvent, l'image que je prends pour bien illustrer cette nécessité du référentiel commun, c'est le but pris par l'équipe de France en 1998 contre la Croatie, en demi-finale de Coupe du Monde, avec Lilian Thuram qui n'est pas du tout sur la même stratégie collective que ses trois partenaires de défense, qui recule pour protéger son but, alors que les trois autres défenseurs avancent, eux, pour mettre l'attaquant croate en position de hors-jeu. Donc ça, c'est vraiment un exemple caractéristique, me semble-t-il, de la nécessité d'avoir un référentiel commun dans les activités collectives. Et le troisième point, c'est bien évidemment les aspects techniques qui vont donner toute la spécificité à chaque sport collectif, associé bien évidemment à un règlement particulier, un terrain particulier, un ballon particulier, mais la nécessité d'avoir un certain bagage technique spécifique à l'activité pratiquée. Donc je pense qu'on pourrait, par rapport à la notion de transversalité, sur les deux premiers aspects, la notion de rapport de force, ça c'est quelque chose qui est commun à tous les sports collectifs. Et le deuxième aspect, la nécessité d'avoir à la fois des stratégies individuelles et des stratégies collectives, qui peuvent parfois être similaires ou non en fonction des activités, me semble deux paramètres évidents. Et bien évidemment, ensuite, par contre, sur les aspects techniques, là, il y a des spécificités qui sont non négligeables. Je vais partir de la définition de Metzler concernant le problème fondamental des sports collectifs et qui me paraît également relativement intéressante pour analyser ces activités collectives. Alors Metzler, il nous dit qu'il s'agit de résoudre en acte, donc cette nécessité d'être dans l'action pour résoudre ce qu'il appelle lui des cascades de problèmes qui arrivent sans arrêt sur les joueurs pendant qu'ils sont en situation de jeu. Donc je prends l'exemple d'un rugbyman qui serait en train de perforer une ligne, il avance sur le terrain, il y a des défenseurs adverses qui viennent sur lui, il y a un premier problème qui se pose à lui, et des partenaires qui font certains types de déplacements qui vont lui poser d'autres problèmes, notamment dans les décisions à prendre, et encore d'autres adversaires qui vont venir pour le gêner dans sa prise de décision. Donc ça, c'est des cascades de problèmes qui sont constantes dans l'activité collective, que ce soit au niveau offensif ou défensif. Il mentionne également que ça se fait à plusieurs, d'où la difficulté. Donc là, c'est à la fois un élément transversal au sport collectif, mais qui peut aussi être
particulier puisque le nombre de joueurs mis en action est différent en fonction des sports collectifs. Et surtout, moi, il y a un aspect intéressant de la définition de Metzler qui me semble incontournable, c'est la notion de prendre des décisions simultanément. Et c'est ce simultanément qui me semble complexe à mettre en œuvre en sport collectif. Ça veut dire que dans une fraction de seconde, toute l'équipe doit être capable de se coordonner pour prendre la bonne décision à l'instant T. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très complexe. Et donc aussi, il mentionne que les problèmes sont bien évidemment non prévus à l'avance, parce qu'on est dans une habileté ouverte. On ne sait pas à quel moment dans le match ces problèmes-là vont survenir. Hein, je prends l'exemple d'un attaquant en foot, puisque je suis un peu plus dans ma spécialité, qui va peut-être avoir 2 duels face au gardien dans les 5 premières minutes lors d'un match, et puis plus aucune situation de but pendant tout le match. Et à l'inverse, le match suivant, il aura peut-être aucune action pendant 90 minutes et son face-à-face arrivera à la 92e minute de jeu. Donc on ne sait jamais quand ça va apparaître, on ne sait jamais avec quelle fréquence, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 15 fois, l'action va apparaître. Et également sous quelle complexité, ça veut dire donc la complexité c'est toujours trait au nombre d'informations qui sont mises en jeu. Donc est-ce qu'on joue un 4 contre 2, est-ce qu'on joue un 2 contre 1, est-ce qu'on joue un 1 contre 0, etc. Voilà un petit peu donc pour ces notions de la définition de Metzler. Donc je la répète, il s'agit de résoudre en acte à plusieurs et simultanément des cascades de problèmes a priori non prévus dans leur ordre d'apparition, leur fréquence ou leur complexité. Et c'est une définition qui pour moi est vraiment organisatrice de la transversalité dans tous les sports co. Oh, something gold. Oh, something. Ensuite, donc je pense qu'on peut modéliser cette définition de problème fondamental aux activités collectives avec 3 notions. La première notion, c'est la notion d'équilibre-déséquilibre dans les équipes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et donc là ça rejoint la notion de rapport de force, l'équipe qui est en possession de la balle va essayer de déséquilibrer l'équipe adverse et l'équipe adverse va sans arrêt essayer de rétablir un certain équilibre par rapport à cette équipe-là. Et on est sans arrêt sur ce basculement entre la notion d'équilibre de l'équipe et la notion de déséquilibre. Et ça se voit notamment souvent dans les déplacements qui sont demandés par les entraîneurs aux joueurs, notamment sur les phases arrêtées, par exemple un corner qui est pour une équipe en foot, et bien souvent vous remarquerez que les joueurs sont déjà positionnés pour anticiper une contre-attaque adverse et donc assurer un certain équilibre à leur équipe. Donc ça c'est une illustration qui me paraît assez intéressante. Dans un deuxième temps, c'est la notion de prise de risque sécurité. Les joueurs, quand ils sont en activité collective, ils sont sans arrêt confrontés à cette notion de prise de risque sécurité. Est-ce que quand je suis au volley, je tente l'attaque en 2 touches ou je fais une passe pour un troisième qui va se matcher sur la 3e touche de balle? Quand je suis au hand, je vais fixer, je rentre à l'intérieur, je tire ou je décale un partenaire. Voilà, sans arrêt, les joueurs sont confrontés à ça. Est-ce que je tente l'interception ou est-ce que je me replace en zone devant ma zone de hand? Voilà, sans arrêt, il y a cette notion de prise de risque sécurité. Je suis gardien. Est-ce que je sors pour fermer l'angle ou est-ce que je reste sur ma ligne? Donc cette notion de prise de risque sécurité est permanente aussi dans tous les sports collectifs. Et le dernier point, c'est la notion de continuité-discontinuité du jeu, avec notamment les changements de statut. Et là, c'est une notion qui est à la fois commune à tous les sports collectifs, mais qui est aussi spécifique, avec ces changements qui sont plus ou moins rapides en fonction des sports collectifs concernés. Et donc, il y a cette notion de continuité-discontinuité du jeu, qui est très variable d'un sport collectif à l'autre, notamment au basket où ils sont capables d'aller jusqu'aux 25 secondes ou 24 maintenant pour shooter, et d'autres sports collectifs comme le foot où la conservation du ballon est beaucoup plus incertaine. Donc voilà 3 notions qui me semblent vraiment très intéressantes par rapport à la transversalité dans les sports collectifs qu'on retrouve mais qui peuvent aussi parfois être un petit peu plus spécifiques. Donc il y a 3 autres notions qui me semblent essentielles, c'est la notion d'incertitude. Et donc en sport collectif, il y a 3 grands types d'incertitudes que je pense vous connaissez. La première incertitude qui est fondamentale, c'est l'incertitude événementielle. Que va faire l'équipe adverse? Que va faire le joueur adverse dans cette situation? La deuxième notion, c'est la notion d'incertitude spatiale. Où est-ce que l'action va se dérouler? Où est-ce que le ballon va être envoyé? Que va faire l'équipe?
Et la dernière notion, c'est l'incertitude temporelle. C'est-à-dire à quel moment le joueur va par exemple déclencher son tir, à quel moment le joueur va tenter son dribble, à quel moment l'action va s'orchestrer. Et sans arrêt, les joueurs sont confrontés à ces trois types d'incertitudes. Donc ça, c'est quelque chose qui est complexe pour les joueurs à gérer. Et bien évidemment, la notion pour moi qui est centrale par rapport à ces notions d'incertitude, c'est la notion de pression temporelle qui va apparaître systématiquement en sport collectif, alors qu'il va être plus ou moins importante en fonction des sports. Je pense notamment au volley, où les espaces sont non interpénétrés. Et donc il y a le volley il y a le filet qui sépare les deux équipes. Et malgré tout, il y a une notion de pression temporelle qui peut être mise notamment au moment d'un match où les défenseurs se lancent pour contrer et ils viennent plus ou moins vite mettre la pression sur le smasher. Donc voilà, et bien évidemment, après tous les sports à interaction directe comme le foot, cette pression temporelle est constante et elle est par contre fluctuante en fonction des postes de jeu. Tout le monde comprendra bien que la pression temporelle pour un milieu de terrain ou un attaquant est supérieure à la pression temporelle mise sur des défenseurs centraux, par exemple, dans l'activité foot. De montrer un petit peu comment cette transversalité peut se voir en foot par rapport aux autres sports collectifs. Alors je vais prendre par exemple l'exemple du handball. Au hand, l'une des notions essentielles, c'est la notion d'attaque placée, où on voit souvent les équipes en train de se faire des passes autour de la zone ou alors de contre-attaque. Et nous en foot, on est vraiment sur ces deux notions-là. Est-ce qu'on rentre sur une attaque rapide ou est-ce qu'on prend un peu plus le temps d'assurer une progression de balle? Je pense que l'exemple significatif, c'est Barcelone contre l'Inter de Milan ou contre Chelsea en Ligue des Champions, il y a une ou deux saisons, où l'équipe adverse était repliée complètement sur son but, et on était vraiment dans une configuration type hand, avec une équipe de Barcelone qui faisait circuler la balle autour de la zone, qui a été la surface de réparation, jusqu'à trouver un certain type de décalage. Le deuxième exemple par rapport au basket, ça serait sur la notion de jeu direct, jeu indirect, la capacité au foot par exemple à rentrer dans le couloir de jeu direct ou au contraire d'opter sur un jeu de contournement après avoir fixé la défense adverse dans l'axe. Et ça c'est une notion qui est très présente au basket où on vient chercher les intérieurs dans le couloir de jeu direct ou parfois on vient chercher les intérieurs pour mieux ressortir la balle pour un shoot plus lointain. Donc voilà, cette notion-là est également présente en foot. Par rapport au rugby, c'est bien évidemment une notion qui paraît essentielle, c'est la notion de jeu de soutien, avec notamment le fait de ne pas pouvoir donner la balle en avant. Mais il y a aussi la notion de transpercer des lignes ou de contourner un bloc équipe pour trouver des espaces. Et ça, c'est des notions qui peuvent être transférées d'une activité à l'autre. Sur le volley, le point commun, on va dire, qui pourrait être trouvé entre le volley et le foot, c'est notamment tout ce qui est lié aux trajectoires de balles et au fait que le ballon n'est jamais tenu ni dans une activité ni dans l'autre, et ça veut dire que le ballon est systématiquement en mouvement, ce qui implique une plus grande anticipation des comportements et des déplacements des joueurs. Puisque comme le ballon n'est jamais arrêté, l'action est sans cesse en train de se dérouler, et donc ça implique chez les joueurs une prise de décision beaucoup plus rapide et une coordination beaucoup plus importante que dans d'autres sports où le ballon peut être arrêté. Par rapport à l'ultimate, même s'il y a bien évidemment d'autres pratiques alternatives qui ont été développées, par rapport à l'ultimate, je pense qu'il peut être intéressant dans l'activité foot, c'est tout ce qui a trait au déplacement des non-porteurs de balles, puisque vous savez qu'au niveau du règlement en ultimate, le porteur du frisbee ne peut plus se déplacer et le fait d'être fixe, ça implique des déplacements des non-porteurs pour être sollicité, sachant que la personne qui détient le frisbee ne peut pas non plus être attaquée, il y a une longueur de bras, me semble-t-il, de distance, et donc ça lui laisse un peu, ça dilate un petit peu cette notion de pression temporelle, et ça je pense que c'est quelque chose qui est intéressant avec des débutants, pour leur donner du temps pour décider des actions, c'est quelque chose qui peut être intéressant, même si le problème en foot c'est que le ballon n'est pas arrêté, ne peut pas être arrêté comme en ultimate. Voilà.